Kurusu était un perdant vierge certifié qui a été forcé par le gouvernement de participer à un programme de mariage demi-humain. Cependant, au lieu de trouver une épouse, son agent l'a inondé de filles monstres collantes qui veulent toutes s'amuser avec lui. Un matin, Kurusu se réveilla pour découvrir que Miya était enroulée autour de lui. Lorsqu'il l'interrogea, elle lui dit qu'elle essayait de se réchauffer. Quand il proposa de lui faire couler un bain, la médusa arnaqueuse l'attira plus près et faillit l'étouffer avec ses atouts. Pour se sauver d'une mort certaine, Kurusu tira sur sa queue, ce qui provoqua l'ouverture de ses vannes. Après cette séance improvisée de toboggan aquatique, Kurusu prépara le bain de Miya et se retrouva à essayer d'imaginer comment elle utilisait les toilettes puisqu'il était un porc dégoûtant. Mais l'instant d'après, Miya entra sans chemise et cet imbécile cultivé se transforma instantanément en Sanji. Il essaya de manger après qu'elle soit entrée dans le bain, mais la rusée le tira dans la baignoire avec elle et essaya de lui faire donner un peu de son lait. N'ayant pas le choix, il a allumé la douche et pendant qu'elle était distraite, il s'est précipité dehors. Plus tard, alors qu'il mettait la table pour le petit déjeuner, l'agent Smith, sa coordinatrice de l'échange interépices, est soudainement apparue de nulle part, lui faisant peur. Elle a affirmé qu'elle était venue faire ses vérifications de routine pour s'assurer qu'il n'avait enfreint aucune des lois de l'échange interespèces. La loi la plus importante était que les humains n'étaient pas autorisés à blesser les demi-humains, et s'ils le faisaient, ils seraient sévèrement punis. Kurusu ignora la femme alors qu'elle jacassait, alors elle s'approcha et lui chuchota à l'oreille que faire de Miya une femme était également considéré comme enfreindre la loi. Kurusu lui assura qu'il n'essaierait jamais de garer en parallèle la file serpent, mais Smith ne le crut pas et avertit que s'il le faisait, il finirait derrière les barreaux, tandis que Miya serait renvoyée chez elle. Elle s'approcha alors de lui et commença à le taquiner, disant qu'elle était sûre qu'il ne pourrait pas résister au charme féminin de Miya. Soudain, il fut tiré par Miya qui n'appréciait pas la proximité de Smith avec lui. Smith lui a demandé de se calmer et a juré qu'elle n'était pas intéressée par le petit cornichon de Kurusu. Elle est partie peu après et une Miya curieuse a demandé à Kurusu si les lois sur les échanges interespèces étaient vraiment si importantes. Et il lui a dit qu'elle l'était. Étonnamment, Miya a dit qu'elle se fichait royalement des lois et lui a dit que s'il voulait goûter à ses pêches, elle le lui donnerait parce qu'elle l'aimait. Pour prouver son point, elle l'a poussé au sol et a enroulé son corps autour du sien après avoir ouvert sa braguette. Mais avant qu'elle ne puisse l'embrasser, il a crié parce qu'elle s'était enroulée trop étroitement autour de lui et lui avait déboîté l'épaule. Heureusement, Smith est revenu pour l'aider à la remettre en place, tandis que Miya pleurait hystériquement parce qu'elle se sentait mal pour ce qu'elle avait fait. Plus tard dans la journée, il a emmené Miya faire du shopping, mais la fille s'est assez emportée et l'a entraînée dans un magasin qui vendait de la lingerie. Kurusu a essayé de s'enfuir après avoir vu cela, mais Miya l'a ramené et lui a rappelé que Smith avait dit qu'il n'était pas autorisé à la laisser seule. N'ayant pas le choix, il resta et en attendant, il se mit bêtement à se demander si Miya pouvait porter des sous-vêtements. Ses pensées furent interrompues par Miya qui vint lui demander son avis sur le type de couverture de melon qu'elle devrait choisir. Elle baissa aussi son haut pour lui montrer qu'elle n'en portait pas à ce moment-là et le gars perdit encore un demi-litre de sang. Après s'être remis, il a demandé à Miya de les essayer et de voir par elle-même. Mais au lieu de répondre, elle lui a pris la main et l'a entraînée. Une fois seule, et alors qu'elle commençait à enlever son chemisier, il a réalisé que les choses s'accéléraient trop vite. Décidant qu'il avait eu assez d'excitation pour une journée, il s'est précipité hors de la pièce. Une fois dehors, il remarqua qu'il tenait un petit morceau de tissu triangulaire dont il ne se souvenait pas s'être emparé. Alors qu'il se demandait ce que c'était, Miya passa la tête par la porte et demanda timidement qu'on lui rende son sous-vêtement. Comme il ne répondit pas, choquée, elle le lui arracha des mains et retourna dans la cabine d'essayage. Cependant, il fit un commentaire stupide qui la poussa à le jeter par la fenêtre. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré un couple odieux qui a immédiatement commencé à se moquer d'eux. Miya, furieuse, a essayé de les frapper avec sa queue, mais Kurusu est intervenu juste à temps pour l'arrêter. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il s'était interposé, il lui a rappelé les conséquences légales de blesser un humain. Bientôt, une foule s'est rassemblée et les spectateurs ont commencé à prendre des photos de Miya. Se sentant dépassée et exposée, elle a supplié Kurusu de l'emmener dans un endroit privé. Avec des options limitées, ils ont fini par chercher refuge dans un love motel à proximité. C'était une mauvaise idée parce que Miya est allée prendre une douche et quand elle est sortie de la salle de bain, il a eu du mal à garder sa saucisse dans son emballage. Le pire, c'est que Miya a essayé de le convaincre de l'applaudir et il aurait cédé si Smith et ses agents n'étaient pas entrés dans la chambre. Elle avait reçu des informations qu'un humain et une demi-humaine essayaient d'atteindre la voie lactée ensemble. Mais quand elle a réalisé que c'était Kurusu et Miya, elle s'est détendue et les a emmenés en bas.
Là, ils ont de nouveau croisé le couple agaçant et ils n'ont pas perdu de temps pour leur lancer des insultes à nouveau. Agacée, Mia a essayé de les attaquer encore, mais Kurusu a été plus rapide et il a frappé l'homme si fort qu'il a volé et a heurté sa petite amie. Plus tard, chez Kurusu, Smith a bandé sa main qu'il s'était blessé en frappant ce gorille mal compris au visage. Et quand il a crié de douleur, elle lui a dit de prendre sur lui. Après son départ, Mia a demandé à Kurusu pourquoi il avait attaqué le couple et il a expliqué qu'il ne supportait pas de voir des gens maltraiter les femmes. En entendant cela, elle était heureuse et par excitation, elle lui a sauté dessus. Et tandis qu'il luttait contre elle, elle lui enleva sa chemise et suggéra qu'il termine ce qu'ils avaient commencé plus tôt. Malheureusement, Smith revint à ce moment-là pour demander ce qu'il y avait pour le dîner, interrompant les plans de Mia. Quelques jours plus tard, alors que Mia et Kurusu étendèrent le linge, Kurusu fut soudainement attrapé par un homme oiseau et se retrouva sur une branche d'arbre dans un parc. Son ravisseur se présenta comme Papy et après l'avoir traîné pour lui acheter une glace, Kurusu lui posa des questions sur elle. Papy lui dit qu'elle avait fui sa famille d'accueil et qu'elle était seule depuis, ce qui le surprit car, d'après leur conversation, il avait déduit qu'elle était plus bête que Patrick et Bob, l'éponge réunie. Il lui a dit que s'enfuir de sa famille d'accueil était une mauvaise chose à faire, et a ajouté que si elle était attrapée, elle serait immédiatement expulsée. En entendant cela, Papy fut choquée et laissa tomber sa glace par accident. Alors elle se mit à pleurer, car elle ne l'avait pas encore goûté. Kurusu la consola et lui offrit sa sucette, mais regretta instantanément cette décision, parce que Papy était à genoux entre ses jambes. Et pour ceux autour, on aurait dit qu'elle léchait sa sucette. Se sentant embarrassé, il retira la sucette de sa bouche et lui dit qu'elle devait se nettoyer. Mais quand il se retourna, elle avait déjà enlevé ses vêtements et était entrée dans la fontaine. Il essaya de la faire sortir, mais Papy en profita pour l'attirer dedans, lui demandant de jouer avec elle. C'est à ce moment-là que Mia est arrivée et a accusé Papy d'essayer de lui voler son homme, ce qui a provoqué une bagarre entre les deux, avec le pauvre Kurusu au milieu. Cependant, personne ne leur a prêté attention, car ils étaient tous concentrés sur la petite fille coincée dans un arbre. Quand Papy a vu cela, elle a essayé de s'envoler pour attraper la fille, mais n'a pas pu parce que ses ailes étaient mouillées. Alors Mia a décidé de jouer les héros pour impressionner Kurusu. En grimpant dans l'arbre, elle s'est fait frapper plusieurs fois au visage par les branches et a eu des feuilles coincées dans ses cheveux et sur son visage. Cela la faisait paraître pire qu'un épouvantail. Alors, quand l'enfant l'a vue, elle a crié de peur et est tombée de l'arbre. Heureusement, Papy l'a attrapée en plein vol, mais comme ses ailes étaient encore mouillées, elles sont tombées comme un sac de briques et ont atterri sur le pauvre Kurusu. Après l'agitation, la police est arrivée pour prendre leur déclaration, et quand il a demandé où était la famille d'accueil de Papy, Kurusu leur a dit que c'était lui. L'homme a ensuite demandé la carte d'identité de Papy, que Kurusu n'avait pas. Et juste au moment où ils étaient sûrs d'être pris dans leur mensonge, Smith est apparu et a présenté la carte d'identité de Papy à l'officier. Plus tard, chez Kurusu, il a demandé à Smith pourquoi elle avait l'ID de Papy et elle a expliqué que Papy s'était enfui alors qu'elle était en route pour la déposer chez lui. Entendre à quel point Smith semblait nonchalante fit se demander à Kurusu comment elle avait encore un emploi car elle était plus ou moins une Sekira aux cheveux noirs. Revenant à ce que disait Smith, il l'entendit dire à Papy qu'elle vivrait avec Kurusu et la fille devint excitée. Après avoir promis de bien se comporter et d'être une gentille fille pour lui, elle exigea qu'il la baigne et l'entraîna vers la salle de bain. Une fois qu'ils furent partis, Smith demanda à Mia si elle était vraiment d'accord pour partager Kurusu avec Papy, et elle répondit qu'elle l'était parce que Papy n'était qu'un enfant. Cela poussa Smith à révéler que Mia et Papy avaient le même âge, et presque immédiatement, Mia se précipita vers la salle de bain pour empêcher Kurusu de baigner Papy, frappant accidentellement Kurusu avec la porte. Quelques jours plus tard, alors que Kurusu rentrait chez lui, il fut renversé par une centaure qui lui demanda s'il était l'homme destiné à être son maître avant qu'il ne perde connaissance. Quand il reprit ses esprits, il appela Smith pour lui parler de la centaure amazone armée d'une épée, et elle lui dit que la fille, dont le nom était Centaura, avait été autorisée à choisir sa famille d'accueil car c'était la tradition de son peuple de choisir eux-mêmes leur maître. Après que Smith s'est raccroché, Kurusu a commencé à converser avec une fille, mais ils ont été interrompus lorsqu'un voleur à la tire sur un scooter a failli les heurter. Centaura a rapidement tiré Kurusu hors du chemin, et il s'est retrouvé avec le visage coincé entre ses magnifiques melons. Lorsqu'il a été libéré de sa prison mammaire, il a dit que l'homme était celui qui volait des sacs dans la région. Alors Centaura a décidé qu'elle deviendrait la Centaura du quartier amical et attraperait l'homme. Elle a demandé à Kurusu de l'aider et il a accepté. Mais quand il a essayé de monter sur son dos, elle l'a frappé au visage et a dit que seul son maître pouvait la monter. Un peu plus tard, après avoir réglé le problème de la monte, ils ont rattrapé le voleur, mais il a accéléré quand Tentora lui a ordonné de se rendre. Alors que la poursuite devenait une course à grande vitesse, l'homme a essayé de les ralentir en passant à travers des bouteilles d'eau qui étaient livrées.
Santora les a tranchés avec son épée et a été trempé par l'eau, tandis que le pauvre Kirusu continuait à crier comme une petite fille effrayée. Voyant que Santora ne renonçait pas, l'homme a changé de voie. Alors, elle a sauté à l'arrière d'un camion et a continué à le poursuivre. Sa petite cascade l'a aidé à attraper l'homme plus rapidement, mais alors qu'elle le tenait en joue avec son épée, Kirusu s'est soudainement agrippé à sa poitrine, ce qui l'a fait crier pour qu'il lâche prise. Kirusu ignora la furie hurlante, car il était concentré sur le fait de ne pas tomber, mais cela l'a amené à ouvrir accidentellement sa chemise et à montrer son sein à l'homme cultivé. Immédiatement, il a eu un saignement de nez, a perdu le contrôle et s'est écrasé dans des boîtes de peinture, tandis que Santora continuait de courir jusqu'à ce qu'elle se cogne contre une porte de garage. Embarrassée, elle a juré de s'occuper de Kirusu, mais quand elle a cherché son épée, elle avait disparu. Juste à ce moment-là, le voleur s'est approché d'elle en tenant son épée et a essayé de la trancher. Cependant, Kirusu, faisant confiance à son armure scénaristique, s'est interposé et a été coupé dans le processus. De retour chez lui, un Kirusu bandé a expliqué ce qui s'était passé à Smith au téléphone. Heureusement, l'épée était une fausse, donc il n'a pas été gravement blessé. Smith lui a dit qu'il était stupide d'avoir essayé d'attraper le voleur, mais il a soutenu que c'était l'idée de Santora de poursuivre le scooter. Alors elle a demandé s'il était monté sur le dos de Santora. Ne lui laissant pas le temps de répondre, elle continua à expliquer que si Santora l'avait permis volontairement, alors c'était bien. Mais s'il l'avait fait sans son consentement, alors c'était la même chose que de la souiller. Juste à ce moment-là, Kirusu remarqua Santora caché derrière la porte et tomba immédiatement à genoux en la suppliant de pardonner son ignorance. Santora dit que c'était plutôt sa faute à elle et le remercia ensuite de lui avoir sauvé la vie, après quoi elle lui jura fidélité. Juste au moment où elle lui demandait de devenir son maître, Mia et Papy ont fait irruption, interrompant sa réponse. Mia a exigé de savoir qui était Santora, tandis que Papy a simplement demandé s'il y avait de la nourriture. Quelques jours après l'installation de Santora, Mia rassembla les filles dans le salon sous le prétexte de revoir la loi sur l'échange interespèces. La vérité était qu'elle voulait clarifier à ses colocataires que Kirusu lui appartenait et tenta de tordre la loi interespèces en sa faveur. Mais Santora n'était pas d'accord, leur dispute s'est arrêtée lorsque Kirusu, remarquant une empreinte de sabot fraîche sur son visage, est entré pour informer Santora que Smith voulait qu'elle remplisse sa demande de séjour. Immédiatement, Mia a commencé à réprimander Santora, mais Kirusu est intervenu, expliquant qu'elle ne l'avait pas blessé intentionnellement. Il se trouve qu'il était accidentellement entré dans la salle de bain alors qu'elle y était, et elle a réagi en lui donnant un tatouage temporaire sur le visage. Après son explication, il s'est excusé à nouveau auprès de Santorea. Et alors qu'ils essayaient chacun de prendre la responsabilité de ce qui s'était passé, Mia s'est interposée entre eux et les filles ont commencé à se disputer. Quand Kirusu a tenté d'intervenir, il a reçu une gifle. Alors il a tourné son attention vers Papy, qui avait de la fumée sortant de sa tête parce qu'elle avait essayé de lire. Espérant préserver les quelques cellules cérébrales qui lui restaient, Kirusu lui suggéra de prendre un bain, mais elle le supplia de la rejoindre. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle de bain, Kirusu donna un maillot de bain à Papy parce qu'il ne voulait pas avoir de problème. Mais en l'aidant à le mettre, il toucha accidentellement ses formes. L'instant d'après, le sang commença à jaillir de son nez comme une fontaine. Et parce que la pression était si forte, il a volé dans la baignoire. Ignorant de son évasion de justesse de la mort, Papy sauta dans la baignoire et l'utilisa comme dispositif de flottaison. Elle commença à parler et lui dit qu'elle le considérait comme son grand frère. Mais quand elle plaça soudainement ses mains sur ses formes, Kirusu se demanda ce qui se passait. Il essaya de se retirer, mais elle ne le laissa pas faire et tenta de l'embrasser, alors il lutta plus fort pour se libérer. Heureusement, Santorea est apparue à ce moment-là et a joué les Green Arrows sur Papy, la plaquant contre le mur. Elle a ensuite demandé à Kirusu de monter sur son dos, et alors qu'elle se précipitait dehors, Mia a tenté de les arrêter, mais Santorea l'a piétinée. Elle ne s'est arrêtée que lorsqu'elle est arrivée dans un parc, et après avoir repris son souffle, Kirusu l'a remerciée de l'avoir sauvée. Elle répondit que c'était son devoir en tant que servante de le servir et de le protéger. Mais Kirusu lui conseilla de se détendre un peu puisqu'il n'était pas prêt à rentrer chez lui. Kirusu demanda à Santorea ce qu'elle voulait faire et elle demanda timidement s'il pouvait se tenir la main parce qu'elle avait remarqué le couple qui passait en train de le faire. Kirusu ne répondit pas immédiatement, alors elle supposa qu'il ne voulait pas le faire, mais il l'a surpris en lui prenant soudainement la main. Lorsqu'elle commença à rougir et refusa de le regarder, Kirusu essaya de la faire parler, mais ils furent interrompus par Mia qui tomba soudainement du ciel et commença à gronder Papy pour l'avoir lâchée comme si elle était du fret. Santorea a demandé pourquoi ils avaient quitté la maison car il était interdit aux demi-humains de sortir sans leur famille d'accueil. Mia lui a dit de ne pas s'énerver et était en train de défendre leurs actions quand elle a remarqué que Kirusu était blotti entre les coussins naturels de Santorea. Envahie par la jalousie, Mia l'a tiré à l'écart et a accusé Santorea de l'avoir kidnappé pour le séduire. Elles ont rapidement commencé à tirer le pauvre garçon d'un côté et de l'autre, alors Papy s'est jointe, pensant que c'était un jeu, et a tiré le visage de Kirusu contre sa poitrine plate.
Juste à ce moment-là, Smith est arrivé et a essayé d'endormir les filles avec un pistolet tranquillisant, mais a accidentellement tiré sur Kurusu à la place. Il a repris conscience plus tard à la maison et quand il a vu Smith, il a demandé où étaient les filles. Juste au moment où Smith pointait vers la porte fermée, les filles se précipitèrent et commencèrent à s'excuser et à se blâmer. Il leur dit de ne pas le faire car la seule personne à blâmer était l'incompétente Smith qui pensait être aussi bonne tireuse que le tout-puissant Deadshot lui-même. Il a dit aux filles qu'elles étaient une famille, et quand Smith l'a entendu, elle a révélé que Kurusu devrait épouser l'une des filles parce que la loi d'échange avait été modifiée et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour l'attester. Cette nuit-là, Kurusu était allongé dans son lit, incapable de s'endormir car il repensait sans cesse aux mots de Smith. Juste à ce moment-là, Mia frappa à la porte. Elle exprima son inquiétude pour lui, remarquant qu'il avait l'air troublé, et demanda si c'était parce qu'il ne voulait pas épouser une demi-humaine. Kurusu admit qu'il ne savait pas comment gérer la situation du mariage, puisqu'il n'avait jamais été en couple auparavant. Mia fut soulagée d'entendre qu'il n'avait pas d'objection à épouser l'une d'elles, puis glissa dans la pièce pour essayer de comploter avec lui. Avant qu'elle ne puisse commencer, Papy fit irruption par la fenêtre, renversant Mia de Kurusu dans le processus et prenant sa place. Kurusu, confus, remarqua que Papy n'était pas correctement habillée et essaya de la faire se couvrir, mais elle refusa. Juste au moment où elle baissait son pantalon pour libérer sa perceuse, Sentorea a défoncé la porte, interrompant ses actions. Kurusu la remercia d'être venue à son secours et lui demanda si elle savait pourquoi Mia et Papy agissaient de cette façon. Sentorea expliqua que pendant la pleine lune, les demi-humains entraient toujours en chaleur. Cela l'a poussée à lui demander comment elle n'était pas affectée et elle a affirmé qu'elle avait maîtrisé l'art de la suppression du désir. Cependant, l'instant d'après, elle a placé les mains de Kurusu sur ses seins et quand il les a retirés, elle a essayé de l'attirer davantage en déboutonnant sa chemise. Voir ces intrigues sans armure fit saigner du nez à Kurusu, mais il décida de partir quand il remarqua que Papy et Mia avaient repris conscience. En se cachant dans la cuisine, il reçut un appel de Smith qui lui dit qu'elle avait oublié de lui parler de la pleine lune. Kurusu dit à l'incompétente de mettre son avertissement et ses préoccupations là où il pense, car il était trop occupé à essayer de protéger sa virginité. Ignorant sa grossièreté, Smith lui demanda s'il avait décidé avec quelle fille il allait se marier et il lui répondit que non. Cela la poussa à lui dire d'arrêter d'être un lâche et de prendre une décision pour éviter des problèmes avec les filles. Elle lui conseilla ensuite de trouver des glaçons et de les utiliser pour calmer les filles. Mais alors qu'il cherchait dans le frigo, les filles le trouvèrent et lui sautèrent immédiatement dessus. Ils ne se sont retirés que lorsqu'ils ont remarqué la tache rouge sur le sol et ont supposé qu'il l'avait blessé. Cependant, quand Kurusu s'est relevé, ils ont réalisé qu'il était tombé sur la bouteille de ketchup. Il les a assurés qu'il allait bien et juste au moment où ils pensaient qu'il s'était enfin calmé, ils ont essayé de le traire à nouveau. Le lendemain matin, Kurusu a réveillé les filles et a dit qu'il devait parler. Quand les filles l'ont vu, elles ont été choquées et ont demandé s'il allait bien. Il a répondu qu'il allait bien et a partagé qu'il avait décidé de sortir avec chacune d'elles en pensant au mariage avant de s'effondrer de manière inattendue. Ce soir-là, quand Mia est descendue, elle est allée à la cuisine pour voir ce que Kurusu avait préparé pour le dîner et a été attaquée par une slime. Plus tard, alors qu'elle était allongée sur le canapé avec un gant de toilette sur la tête, Kurusu se demanda à haute voix ce qui l'avait attaqué et Sentorea l'informa que c'était un des parents de Rimuru. Kurusu était surpris car il ne savait pas qu'il y avait des monstres de slime, alors Sentorea expliqua que les slimes étaient l'une des nombreuses espèces non reconnues par les humains. Juste au moment où Sentorea promettait de le défendre contre toute attaque de slime, le slime émergea du bol d'eau que Kurusu avait utilisé. Sentorea a essayé de le trancher avec son épée, mais il a esquivé sa lame. Le slime les a ensuite attaqués, elle et Kurusu, les laissant dans un désordre collant sur le sol. Cependant, Kurusu s'est rapidement dirigé vers la salle de bain après avoir remarqué l'apparence de Sentorea, car cela lui donnait des pensées impures. Pendant qu'il était là, il se demanda s'il devait appeler Smith et l'informer de son nouveau locataire. Mais cette pensée disparut lorsque Sentorea frappa à la porte et demanda si elle pouvait le rejoindre. Sans réfléchir aux implications, il lui dit qu'elle pouvait, alors la méchante jument entra après avoir enlevé ses vêtements. Son apparence le surprit, mais elle le rassura en disant qu'elle ne cherchait pas à réveiller son petit soldat, car tout ce qu'elle voulait, c'était être là pour le protéger au cas où le slime apparaîtrait. Quand elle bougea, elle glissa accidentellement à cause du slime et atterrit sur Kurusu, lui donnant un visage plein de ses pastèques. Cependant, elle mit de côté sa gêne et admit qu'elle avait besoin d'aide pour enlever la boue de son corps. En bon gentleman, Kurusu accepta de l'aider, mais alors qu'il frottait son corps, Sentorea lui demanda soudain d'arrêter parce que ses mains touchaient en ses pêches. Lorsqu'il réalisa son erreur, il décida de laver une autre partie de son corps, mais finit par tâtonner ses parcelles à la place.
Comme les choses devenaient incontrôlables, ils ont décidé de se déplacer vers le bain et tout en s'y trempant, Kirusu a exprimé sa curiosité sur ce que voulait le slime. Centuria a dit qu'il cherchait de l'eau, ce qui a poussé Kirush à faire remarquer qu'ils étaient actuellement assis dans la plus grande source d'eau de la maison. Juste au moment où il suggérait de partir, il remarqua le slime les observant depuis le plafond. Centuria attrapa immédiatement son épée, oubliant qu'ils étaient dans le bain, et saisit accidentellement le joystick de Kirusu. Réalisant ce qu'elle avait fait, elle recula sous le choc et tomba accidentellement hors du bain, se cognant la tête. Le slime enroula alors ses tentacules autour de Kirusu, le poussant à le supplier de ne pas le manger. Mais au lieu de le dévorer, le slime se transforma en une forme féminine, le prenant par surprise. Elle frotta son corps contre son visage avant de le laver, lui faisant réaliser qu'elle imitait ce que Centuria avait fait plus tôt. Kirusu a essayé de lui parler, mais elle n'a pas répondu, ce qui l'a amené à supposer qu'elle ne pouvait pas parler. Alors qu'elle poussait sa tête contre son corps, Kirusu commença à avoir du mal à respirer et finit par sauter dans le bain. Plus tard, après toute l'agitation, ils descendirent et Centuria félicita Kirusu. Pour une raison quelconque, elle croyait que l'idiot avait sauté dans le bain parce qu'il avait déduit que l'eau diluerait la slime et le libérerait. Kirusu a remarqué que c'était un pari, car pour autant qu'il sache, le slime aurait pu absorber toute l'eau et se transformer en kaiju. Lorsqu'il a mentionné sa forme humaine, Centuria et Mia ont été surprises, déclarant qu'elles n'avaient jamais entendu parler d'un slime capable de prendre une apparence humaine. Kirusu a alors suggéré qu'ils informent Smith à son sujet pour éviter tout problème, mais en se retournant, ils ont remarqué que le slime jouait avec Papy. Le lendemain, Kirusu a dû intervenir lorsque Centuria et Mia ont essayé d'attaquer le slime parce qu'il avait pris leurs affaires et les avait couvertes de slime. Papy, qui appelait le slime Sue, l'a également défendu, affirmant qu'elle n'avait pas intentionnellement dérangé leurs affaires. Confuse, Kirusu demanda une explication. Alors Papy expliqua qu'elle avait nommé le slime Sue. Le moment suivant, Sue répéta le nom, surprenant Mia, qui ne s'attendait pas à ce qu'une créature que tout le monde croyait dépourvue d'intelligence puisse parler. Kirusu dut clarifier que Sue était douée pour imiter ce qu'elle observait et entendait. Centuria dit alors qu'il devait trouver des vêtements pour Sue, alors Kirusu lui donna un imperméable et des bottes de pluie, car c'étaient les seuls articles qui n'absorberaient pas l'eau. Alors que Sue était distrait par Papy, Centuria et Mia ont tiré Kirusu à part et lui ont dit que s'il ne signalait pas le slime, ils auraient des ennuis. Kirusu a soutenu que puisque personne n'avait jamais vu de slime auparavant, il n'y avait aucune garantie qu'elle serait renvoyée chez elle. Alors qu'il contemplait la situation, Kirusu entendit Papy s'envoler avec Sue et décida de les suivre. Il les traqua jusqu'au bord de la rivière où Sue remarqua l'eau et commença à se débattre, ce qui fit que Papy la lâcha juste au-dessus de Kirusu. Après l'atterrissage, Papy a demandé pourquoi elle avait fait ça et Kirusu a expliqué que c'était parce que Sue avait peur que l'eau l'emporte. Kirusu a ensuite demandé pourquoi Papy s'était enfui, à quoi elle a répondu que c'était parce qu'elle les avait entendus planifier de la faire arrêter alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Kirusu a dit que c'était parce qu'ils étaient inquiets que Sue soit dangereuse, puisqu'elle l'avait presque isekai, mais Papy lui a rappelé qu'il avait aussi failli mourir des mains des autres. Alors qu'il parlait encore, un groupe d'enfants s'est approché et a invité Papy à jouer avec eux, alors Kirusu l'a permis. Alors qu'elle partait jouer avec les enfants, Kirusu est resté en arrière et a observé, remarquant que Sue s'était même jointe à un moment donné. Quand ils se sont déplacés sur le bord de la route pour continuer à jouer, l'un des enfants est allé dans la rue pour ramasser son chapeau, juste au moment où Kirusu a aperçu Truck-kun descendre la route. Malheureusement, il était trop loin pour le faire, mais Sue l'a attrapé et a utilisé son corps pour réduire l'impact du camion. La fille a remercié Sue de lui avoir sauvé la vie, mais ils ont ensuite réalisé que Sue était coincée et ne pouvait pas bouger. Quand le mur a finalement cédé, elle est tombée avec lui. Papy a tendu la main pour l'attraper, mais Sue a lâché sa main et est tombée. Pendant un instant, Papy a cru qu'elle avait perdu son amie jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Sue. Se précipitant vers le bord du pont, ils ont regardé en bas et ont vu Sue allongée en sécurité à l'arrière d'un camion. Il semblait que Kirusu avait réussi à le placer juste à temps pour la rattraper. Ils ont finalement dit adieu aux enfants et Kirusu a appelé chez lui pour informer Mia et Centuria qu'il ramenait Sue avec lui, mais les a avertis de ne pas laisser Smith savoir l'existence de Sue. Il a raccroché lorsque Mia a tenté de lui dire quelque chose et quand ils sont rentrés chez eux, il s'est retrouvé face à face avec Smith. Cela a poussé Mia à convoquer une réunion d'urgence pour discuter de ce qu'il fallait faire avec Sue maintenant que Smith l'avait vue. Kirusu a demandé pourquoi elle essayait soudainement d'aider Sue alors qu'elle voulait qu'elle parte avant, alors Mia a expliqué qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle reste puisqu'il n'y avait aucun moyen qu'une forme de vie inappropriée puisse le lui voler.
Juste à ce moment-là, le service de sécurité des échanges interespèces est arrivé pour rénover la maison. Mais les filles ont supposé qu'ils étaient venus pour emmener Sue, alors elles l'ont prise et se sont enfuies. Au parc où elles sont allées se réfugier, Papy a demandé s'il était sage de leur part d'être dehors sans Kurusu. Cela leur a fait réaliser qu'elles avaient agi de manière irrationnelle et s'étaient mises en danger, alors Centuria a suggéré de se cacher derrière des buissons pour éviter d'être vues. En se cachant, elles ont aperçu des agents cherchant quelque chose, et Centuria s'est demandé comment ils les avaient déjà retrouvés. Ses pensées ont été interrompues par Papy, qui a soudainement crié, et quand Mia a demandé quel était le problème, la fille a expliqué qu'elle s'était renversé de l'eau sur elle. Mia lui a dit que ça sécherait, mais Sue a soudainement commencé à embrasser et lécher Papy pour enlever l'eau. En même temps, un Kurusu inquiet les cherchait dans son quartier. Cependant, il dut interrompre sa recherche pour sauver une fille en fauteuil roulant qui allait heurter un lampadaire. La fille, qui s'appelait Marron, remercia Kurusu de l'avoir sauvée et après avoir accepté ses remerciements, il lui dit qu'il devait continuer à chercher ses amis. Étonnamment, Marron savait où étaient les filles et proposa de l'y emmener. De retour au parc, Centuria a dit à Mia qu'elle devait attendre que les hommes partent pour qu'elle puisse trouver un autre endroit où se cacher. Mais Mia a fait remarquer qu'il n'y avait pas de place assez grande pour cacher le camion Ben de Centuria. En essayant de se défendre, Centuria a reculé dans un robinet, le cassant au passage. Juste au moment où Mia a commencé à la taquiner pour avoir une boule de démolition intégrée, Sue s'est accrochée au corps de Centuria et a commencé à aspirer l'eau. Avant que Centuria ne puisse pousser un cri de surprise, Mia lui a couvert la bouche et lui a dit de tenir le coup jusqu'à ce que Sue ait fini. Quelques instants plus tard, Kurusu et Marron sont arrivés et ont trouvé Mia essayant d'empêcher Sue de la sécher avec sa langue, mais elle s'est distraite en les remarquant et Sue en a profité. Quand elle eut fini, elle tourna son attention vers Marron, mais Kurusu l'attrapa et l'enferma avant qu'elle ne puisse sauter sur la fille. Plus tard à la maison, les filles furent surprises de voir qu'une nouvelle pièce avait été construite, alors quand Smith arriva, Papy la remercia d'avoir laissé Sue rester. Smith feignit l'ignorance, disant qu'elle ne savait pas de qui ou de quoi elle parlait, alors Kurusu demanda pour qui était la pièce puisqu'elle ne voulait pas reconnaître l'existence de Sue. Sa question a trouvé réponse lorsque Marron a été amené, et il a été choqué lorsque Marron, qu'il avait supposé être humaine, a révélé qu'elle était l'une des filles du roi Neptune. Plus tard dans la journée, Kurusu a fait visiter la maison à Marron, mais Mia est devenue jalouse en le voyant porter la fille. Alors, elle a essayé de les séparer. Cela a entraîné la chute des trois dans les escaliers et la casse du fauteuil roulant de Marron. Kurusu a réprimandé Mia pour son imprudence et après avoir remonté Moruno à l'étage, Centuria a demandé à Mia pourquoi elle avait agi ainsi. Elle a dit que c'était parce que Moruno était sa nouvelle rivale et Centuria a demandé quelle preuve elle avait que Moruno voulait Kurusu. Avant que Mia ne puisse répondre, Kurusu apparut en haut des escaliers avec Marron toujours dans ses bras et les filles l'entendirent lui demander s'il avait une petite amie. Kurusu essaya de répondre mais il glissa d'une manière ou d'une autre et toucha accidentellement ses formes. Il tenta immédiatement d'expliquer que c'était un accident, mais quand Mia remarqua qu'il avait le haut de bikini de Marron dans la main, elle s'énerva et le traita de cochon sans vergogne. C'est Marron qui a ensuite expliqué que le mucus recouvrant son corps était la raison pour laquelle son haut avait glissé, ce qui a fait dire à Centuria que le mucus était probablement la raison pour laquelle Sue avait essayé de l'attaquer plus tôt. Après avoir entendu cela, Mia eut soudain une idée et entraîna Sue avec elle. Lorsqu'elle réapparut devant Kurusu, elle était couverte de la bave de Sue, alors Kurusu lui dit de prendre un bain, ce qu'elle n'aimait pas car elle supposait qu'il lui prêterait attention en la voyant dans cet état. Après son bain, elle se plaignit à Centuria de ses inquiétudes concernant Marron, mais Centuria lui dit qu'elle exagérait et laissait sa jalousie contrôler ses pensées et actions. Voyant que Centuria n'était pas de son côté, Mia décida de prendre les choses en main et de jouer avec Marron. La première chose qu'elle a faite a été d'augmenter la climatisation, espérant que le froid mettrait la petite sirène mal à l'aise. Mais elle a vite appris que les sirènes étaient résistantes aux températures élevées. C'est Mia qui a fini par geler, mais elle a refusé d'abandonner et a essayé de faire un discours pour convaincre les autres de rejoindre sa cause vindicative. Son plan n'a pas fonctionné parce que Papy est allé demander à Moruno de jouer aux jeux vidéo, laissant Mia se sentir trahie. Ignorant cela, Marron a demandé à Capi si Kurusu était célibataire, et la fille simple d'esprit a dit qu'elle ne savait pas. La question a rendu Centuria sceptique, alors elle a demandé à Marron quelles étaient ses intentions avec Kurusu et Marron a admis qu'elle voulait être l'Ariel de son prince Eric. Elle a ensuite demandé à Centuria si elle était la petite amie de Kurusu, la prenant par surprise, mais elle a rapidement repris son calme et a nié, disant qu'elle était sa servante. Cela a poussé Marron à comparer Centuria à un brave chevalier médiéval farouchement loyal à son maître, et Centuria a commencé à la voir sous un autre jour. Réalisant que Centuria était passée du côté de l'ennemi, Mia dit à Marron qu'elle ne perdrait pas Kurusu au profit d'un poisson parlant et Marron répondit qu'elle n'avait pas l'intention de le lui enlever. Quand Kurusu entra,
Maron lui demanda de l'emmener dans sa chambre et après leur départ, Centuria dit à une Mia en colère qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère parce que si elle n'avait pas cassé le fauteuil roulant de Maron, Kurusu ne la porterait pas partout. Mia a alors admis qu'elle avait toujours rêvé d'être portée comme une princesse par son prince. Cependant, Centuria ne voyait pas comment cela pouvait être physiquement possible, étant donné qu'elle faisait 2 fois la taille de Kurusu. Quand Mia a commencé à se plaindre que Maron voulait juste séduire Kurusu avec ses tenues légères, Centuria a suggéré qu'elle mette un bikini. Pendant ce temps, dans la chambre de Maron, elle a demandé à Kurusu s'il avait une petite amie. Curieux, il a demandé pourquoi elle s'intéressait tant à sa vie amoureuse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Mia a soudainement fait irruption en portant un maillot de bain 2 pièces révélateur qui peinait à contenir sa poitrine généreuse. Elle leur a dit qu'elle voulait aller nager et a invité Kurusu à se joindre à elle, mais il a poliment refusé. Étonnamment, Mia ne semblait pas s'en soucier car elle était trop occupée à se réjouir du fait que, pour une fois, elle montrait plus de peau que Maron. À ce moment-là, Centuria est entrée dans la pièce et quand Mia l'a vue, elle a perdu son calme et a demandé pourquoi elle montrait plus de peau qu'elle. Centuria répondit que ce n'était pas de sa faute si elle avait été bénie par les dieux du scénario. Juste à ce moment-là, Papy émergea de sous la cape de Centuria et demanda si quelqu'un avait vu Sioux. Centuria l'incita à sortir correctement, mais Papy replongea en tirant la cape vers le haut et exposa accidentellement Centuria. Rouge de honte, Centuria quitta rapidement la pièce et claqua la porte derrière elle. Pendant ce temps, Mia reporta son attention sur Kurusu et Maron juste à temps pour voir les deux sauter dans la piscine, les bras enroulés l'un autour de l'autre. Jalouse et impulsive, Mia sauta après eux, mais l'eau était bien plus froide et profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle s'enfonçait, le froid l'envahit et elle commença à perdre connaissance. À travers la brume, elle entendit Kurusu appeler son nom et quelques instants plus tard, elle ouvrit les yeux pour se retrouver dans ses bras alors qu'il refaisait surface. Reconnaissante, elle le remercia doucement et Maron, visiblement inquiète, enveloppa Mia dans une étreinte douce. Soudain, Sioux se lança sur la tête de Kurusu, s'accrochant fermement. Maron nota calmement que Sioux était probablement déshydraté, ce qui pourrait expliquer son comportement agressif précédent. En entendant cela, Mia ressentit une pointe de culpabilité pour son comportement. Finalement, les deux filles allèrent prendre un bain ensemble. Mia en profita pour s'excuser de son comportement jaloux, mais Maron dit qu'elle ne l'avait même pas remarqué. Déterminée, Mia déclara qu'elle continuerait à se battre pour avoir une chance d'épouser Kurusu. En réponse, Maron dit qu'elle l'encouragerait volontiers tant que Mia acceptait qu'elle soit la maîtresse de Kurusu. Quelques jours plus tard, alors que Mia canalisait son Gordon Ramsay intérieur, sa nourriture prit feu, mais elle refusa l'offre de Kurusu d'éteindre le feu et le fit elle-même. Elle a ensuite annoncé qu'elle serait responsable de la cuisine à l'avenir et a commencé à s'imaginer mariée à Kurusu. Elle a été tirée de son rêve délirant lorsque Kurusu a mentionné que la casserole débordait. Surprise, elle attrapa précipitamment la casserole à main nue et cria de douleur en se brûlant. Kurusu se tenait devant sa porte, essayant de la convaincre de sortir. Il la rassura en lui disant qu'elle n'était pas la première à échouer en cuisine et l'encouragea à réessayer. Cependant, Mia insista sur le fait qu'elle allait bien et lui demanda de partir. Avant qu'il ne puisse partir, Kurusu remarqua quelque chose de brillant sur le sol et se demanda si c'était un morceau de papier. Pendant ce temps, l'inquiétude de Mia pour ses mains brûlées prit le dessus et elle se précipita hors de la pièce, renversant accidentellement Kurusu. Alors que Kurusu se relevait, il fut surpris par la queue de Mia et réalisa qu'elle muait. Mia était mortifiée, pleurant dans son oreiller. Elle a admis, sa voix à peine audible, qu'elle avait besoin d'aide pour enlever la peau à cause de ses mains brûlées. Kurusu a essayé de la rassurer, soulignant qu'il l'avait déjà vue sans vêtements. Cependant, Mia était catégorique que se faire voir nue était préférable à se faire voir en train de muer. Pourtant, Kurusu a insisté pour aider, et alors qu'il enlevait la peau, elle a enroulé sa queue autour de son cou parce qu'il avait touché son point sensible. Cela n'a pas arrêté Kurusu et après avoir enlevé le dernier morceau de peau, il a demandé à Mia de s'allonger sur le dos pour qu'il puisse enlever celle de devant. Avant de faire cela, Mia lui a couvert les yeux avec sa queue pour l'empêcher de voir l'entrée découverte de sa chambre des secrets. Alors que Kurusu travaillait, il a accidentellement touché à nouveau le point sensible de Mia, ce qui l'a poussé à lui taper sur les mains, mais il n'a pas arrêté. Elle lui a ensuite demandé de peler à partir de la droite, sans préciser de quelle droite elle parlait, alors Kurusu a accidentellement mis ses mains à l'intérieur de son entrée. L'idiot ignorant n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire, et avant qu'il ne puisse finir ce qu'il voulait dire, Mia a tordu son corps, le faisant presque basculer de l'autre côté.
Pour montrer sa gratitude à Kurusu, Miya lui a préparé le dîner et quand Kurusu l'a vu, il était sûr que ce serait son dernier repas. Cependant, il était trop gentil pour lui dire que sa nourriture était impropre à la consommation, alors il a mangé le repas. Il a fini de manger juste au moment où les autres sont rentrés à la maison et Centuria a demandé pourquoi la maison sentait la décharge et Miya a répondu fièrement que c'était sa cuisine. Inquiète, Centuria demanda si elle avait pris la recette dans un livre de cuisine, et Miya répondit qu'elle avait appris en regardant Kurusu cuisiner. Elle révéla à Kurusu que les filles avaient été les premières à goûter la nourriture, ce qui expliquait pourquoi elles avaient l'air d'avoir vomi toute la journée. Kurusu demanda si elle avait goûté la nourriture elle-même, et elle dit qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle perdait toujours l'appétit quand elle muait. Un autre jour, quand Kurusu est rentré chez lui, Papy l'a informé qu'elle était sur le point de pondre un œuf. Immédiatement, les filles se sont jetées sur lui, pensant qu'il avait fait des choses bizarres avec elles à leur insu. Mais Papy a expliqué que c'était un œuf non fécondé, alors elles se sont excusées. Le moment suivant, quelqu'un a sonné à la porte, et quand Kurusu a ouvert, elle a vu un homme à l'air louche se tenir là. Pour une raison quelconque, l'homme, Kasuki, savait que Papy était sur le point de pondre son œuf, et a dit qu'il voulait l'inclure dans le documentaire qu'il faisait sur l'échange interespèces. Au lieu de lui dire de déguerpir, ils l'ont laissé entrer dans la maison pour les interviewer et il a demandé à voir la chambre de chaque fille. Marone a été la première à lui montrer sa chambre et pendant qu'il l'a filmée en train de nager dans la piscine, il a sans vergogne demandé si elle portait des sous-vêtements. Miya a fait remarquer que sa question était aussi louche que lui, mais il a juré que c'était uniquement pour le documentaire. Il a ensuite demandé à Marone de montrer comment elle sortait de la piscine, mais son haut a glissé, dévoilant sa poitrine à tout le monde. Elle a replongé dans l'eau parce qu'elle était embarrassée, et Kurusu a confronté l'homme au sujet du tournage de Marone de cette manière. Mais il l'a assuré qu'il couperait cette partie lors du montage. Ils sont ensuite allés dans la chambre de Centuria, et alors qu'elle essayait de faire une visite de la chambre, il l'a interrompue et a demandé si elle portait des cache-seins. Centuria a répondu que son espèce ne portait généralement pas de sous-vêtements, alors l'imbécile cultivé a attrapé ses melons sans prévenir et a affirmé que c'était parce qu'il voulait vérifier si elle disait la vérité. Immédiatement, Centuria a dégainé son épée et a essayé de l'attaquer, mais Kasuki a dit qu'il faisait tout cela pour obtenir des réponses pour le public qui voulait savoir. Après cela, il est allé dans la chambre de Miya et a également demandé si elle portait des sous-vêtements. Quand Miya a dit qu'elle en portait, il a zoomé sur elle et lui a dit de les lui montrer. Mais elle a repoussé sa caméra, la faisant pivoter vers le sac contenant sa mue. En la voyant, Keisuke a demandé s'il pouvait la voir, mais Miya a refusé. Alors il lui a dit qu'il la voulait pour faire des recherches qui pourraient être utiles pour l'aider à se marier avec un humain. À la mention du mariage, Miya a cédé et a donné à Keisuke la peau mue. Juste à ce moment-là, Mireille est venue les informer que Papy était sur le point de pondre son œuf. Alors, ils sont tous allés dans sa chambre et Keisuke a installé sa caméra pour capturer le moment. Il a demandé à Papy de soulever sa jupe et a instruit Kurusu de se mettre derrière elle et de lui enlever ses sous-vêtements afin qu'il puisse obtenir une prise parfaite de l'œuf sortant. Il se dit alors que vendre les images non censurées le rendrait immensément riche. Cependant, il n'avait pas réalisé que Sue avait attaché un tentacule à sa tête et répétait chaque mot qu'il pensait à haute voix, exposant ses mensonges et sa tromperie. Agacées, les filles exigèrent qu'il leur donne toutes les images qu'il avait enregistrées ainsi que la peau mue de Miya. Mais Keisuke refusa, affirmant qu'elle lui appartenait. Voyant cela, Kurusu lui lança un œuf ordinaire, et alors que Keisuke s'empressait de l'attraper, Kurusu frappa l'imbécile au visage. Alors que les filles louaient Kurusu pour son héroïsme, Mireille attira leur attention sur Papy, qui était sur le point de pondre son œuf. Tout le monde se rassembla et l'encouragea, mais Miya couvrit les yeux de Kurusu avec sa queue, refusant de le laisser voir. Ce soir-là, pendant qu'ils attendaient que Miya finisse de préparer le dîner, Smith, qui était passé plus tôt, s'approcha de Kurusu et lui dit discrètement que le nom et l'adresse sur la carte que le soi-disant réalisateur leur avait donné étaient faux, mais promis d'enquêter. Après cela, Kurusu a demandé à Papy où elle avait gardé son œuf et elle a répondu qu'elle l'avait mis dans le réfrigérateur. Kurusu a averti que c'était une décision risquée car quelqu'un pourrait le prendre pour un œuf ordinaire et le cuisiner. À ce moment-là, Miya apparut avec un œuf à la main et annonça qu'ils allaient manger des œufs durs. Pendant ce temps, ailleurs dans un appartement, Keisuke était assis à enrouler du fil tout en déplorant ses pertes. Une demi-humaine araignée, le remarquant, lui demanda s'il avait besoin d'aide. Il lui a crié de se taire et de ne pas être arrogante, car son fil était rentable pour lui. Lorsqu'il a exigé qu'elle range le fil en un seul endroit, elle l'a enveloppé dedans à la place. Un autre jour, quelque part dans la ville, des orques retenaient en otage les employés et les clients d'une librairie. La police ne pouvait rien faire à cause de la loi sur les espèces, alors Smith a dit au chef de la police de laisser tout à son équipe. Le chef n'était pas ravi de confier le travail à Smith, étant donné son bilan d'incompétence et de négligence, mais il a accepté car il n'avait pas d'autre choix. Juste à ce moment-là, des coups de feu ont retenti à l'intérieur du magasin. Il s'est avéré que le chef des orques avait senti quelqu'un se cacher dans le plafond et l'a abattu.
Après sa chute, il a contacté le centre de commandement et les a informés qu'il avait éliminé l'agent qu'ils avaient envoyé. Cela a agacé le chef, mais avant qu'il ne perde son sang-froid, Smith lui a demandé de se calmer, l'assurant que tout se passait comme prévu. À l'intérieur du magasin, les orques ont traîné une lycéenne qu'ils avaient trouvée cachée à l'avant du magasin. Et quand elle a vu l'agent mort, elle a crié. Elle a tenté de sortir du magasin, mais la porte ne bougeait pas. Et alors qu'elle luttait contre elle, tirant sur les stores, le chef s'est approché d'elle. À son insu, les stores ouverts ont permis aux snipers, assis sur un bâtiment éloigné, d'avoir accès à la librairie, et ils ont ouvert le feu. Les tirs ont détruit les armes des orques avant qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Alors qu'ils essayaient de comprendre quoi faire, quelqu'un vêtu d'une armure a fait irruption à travers le mur et a éliminé les orques les plus proches de lui. Ce n'est qu'après avoir aidé les otages à s'échapper et enlever son armure qu'ils ont réalisé que leur assaillant était une ogresse. Les cochons se recroquevillèrent de peur, mais leur chef leur dit d'arrêter de l'embarrasser et de se ressaisir. L'instant d'après, l'agent mort revint à la vie et ouvrit le feu sur eux. L'un des orques s'est approché derrière elle et a tenté de l'étouffer, mais elle a retourné son arme contre elle-même et lui a tiré dessus. Heureusement, c'était des balles en caoutchouc, donc il n'a pas été blessé. Cependant, il voulait savoir comment elle était encore en vie, alors elle a révélé qu'elle était un zombie. Quand elle a tourné son attention vers le chef, il a essayé d'utiliser la lycéenne comme bouclier. La fille a soudainement levé la jambe et l'a frappé au visage avant de se transformer en une fille aux longs cheveux argentés. Puisque toutes leurs identités avaient été révélées, Smith, qui était entré, les a présentés comme Emma-Han, une équipe de demi-humains spécialement formée pour traiter des affaires impliquant d'autres demi-humains dans le cadre de la loi. Elle a ensuite pointé son arme sur le chef et lui a demandé de se rendre, ce qu'il a fait. Cependant, il lui a dit que tout ce qu'il pouvait faire, c'était le déporter. En réponse, Smith lui tira soudainement dessus, alors il l'accusa de violer les lois du projet de loi sur l'échange. Mais Smith répondit calmement qu'elle n'avait pas été celle qui tirait. C'est alors qu'il a réalisé que le demi-humain métamorphe avait pris l'apparence de Smith. Plus tard, Keisuke, toujours enveloppé dans une toile d'araignée, a réussi à appeler la police qui a envoyé les filles de Mahan. Malheureusement, elles n'ont pas pu capturer le demi-humain araignée après qu'elle se soit échappée de la maison et ait évité d'être touchée par le tireur d'élite. Pendant ce temps, chez Kurusu, Smith a averti les filles d'être prudentes car une araignée demi-humaine fugitive était en fuite. Juste à ce moment-là, ils remarquèrent Papy et Sue apportant divers objets, alors ils demandèrent où elles les avaient trouvés. Les filles expliquèrent qu'elles les avaient découverts à l'extérieur de la maison. Alors tout le monde se précipita dehors et trouva tout comme décrit, mais remarqua la chaussure de Kurusu parmi les objets. À ce moment-là, Kurusu se réveilla dans un entrepôt abandonné et se demanda pourquoi il était suspendu à l'envers au plafond. Son ravisseur s'est révélé être la demi-humaine araignée et elle s'est présentée comme Rashnara. Indifférent, Kurusu lui a demandé de le détacher parce que son cerveau allait être inondé de son sang. Rashnara l'a détaché et quand il a essayé de l'éviter parce qu'il avait remarqué que ses complots étaient visibles, elle a supposé qu'il avait peur d'elle. Avant qu'elle ne puisse parler, un agent de sécurité est entré, alors elle a attrapé Kurusu et a grimpé au plafond. Leur proximité a fait réagir le corps de Kurusu et quand elle l'a remarqué, elle a commencé à le taquiner à ce sujet. Il a essayé de parler, mais elle l'a bâillonné avec ses toiles. Donc tout ce que le garde a entendu, ce sont ses sons étouffés, ce qui l'a effrayé. Voyant qu'ils étaient maintenant seuls, Rashnara devint plus audacieuse et poussa le visage de Kurusu contre sa poitrine. Et quand elle remarqua que son visage était rouge comme une tomate, elle le lâcha. Alors qu'il pendait du plafond, elle devint toute bizarre. Et pendant qu'elle jouait avec lui, Kurusu faisait de son mieux pour ne pas se salir. Dans sa tentative désespérée, il mordit la toile et se libéra, mais il ne tomba pas car ses pieds étaient encore attachés. Finalement, Rashnara l'a libéré et au lieu d'essayer de s'enfuir, il a demandé pourquoi elle n'était pas avec sa famille d'accueil. Elle a expliqué que sa famille d'accueil l'avait vendue à Keisuke, qui en profitait juste pour gagner de l'argent. Il a essayé de compatir avec elle, mais elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa pitié et qu'il était comme tout le monde. Quand elle a mentionné qu'il n'était attiré que par ses parties humaines, Kurusu l'a surprise en disant qu'elle avait de superbes jambes. En entendant cela, Rashnara l'a traité de pervers cultivé et a dit qu'il n'était qu'un perdant inexpérimenté à cause de la façon dont il avait été affecté par elle. Soudain, l'endroit fut enveloppé d'une lumière vive et la voix de Smith se fit entendre de l'extérieur. Au début, Kurusu ne comprenait pas pourquoi Smith était venu avec ses agents, mais Rashnara expliqua que c'était à cause d'elle. En entendant cela, il lui conseilla de fuir, mais elle refusa et dit que sa tentative de l'aider la faisait l'apprécier davantage. Finalement, lorsque les choses se sont calmées, Smith s'est excusé auprès de Rashnara de l'avoir négligée et d'avoir permis à Keisuke de la maltraiter. Rashnara a ensuite laissé entendre qu'elle voulait rester avec Kurusu, ce qui a rendu Smith heureuse puisqu'elle n'était pas prête à se stresser en cherchant un nouveau foyer. Quelques jours après l'installation de Rashnara, Mia a tenté de rallier les autres filles contre elle parce qu'elle considérait Rashnara comme sa nouvelle rivale. Cependant, elle les a remarquées s'entendre avec Rashnara.
Santria était la seule à ne pas faire des courbettes à l'araignée, mais au grand désarroi de Mia, elle a exprimé qu'elle n'avait aucun problème avec la présence de Rachnéra dans la maison. Juste à ce moment-là, Kurusu finit de faire la vaisselle et essaya de quitter la cuisine. Mais Centeria se donna pour mission de rester près de lui. Lorsqu'il demanda si tout allait bien, Centeria affirma qu'elle faisait simplement son devoir en tant que servante et déclara qu'elle le suivrait partout. Kurusu mentionna alors maladroitement qu'il devait aller aux toilettes, ce qui fit tourner Centeria embarrassée. Devant la porte de la salle de bain, Mia a essayé de convaincre Centeria que Rachnéra ne pouvait pas être digne de confiance. En réponse, Centeria lui a dit de ne pas se comporter comme des humains et d'arrêter de juger les autres uniquement sur les apparences. Soudain, ils ont entendu Kurusu crier, les incitant à se précipiter dans la salle de bain pour enquêter. En entrant, ils ont trouvé Kurusu ligoté avec Rachnéra à côté de lui. Mais tout ce qu'elle a offert, c'était une explication peu convaincante. Plus tard dans la nuit, Kurusu était sur le point de se coucher sur son lit quand il s'est retrouvé pris dans la toile de Rachnéra. Rachnéra a sauté du plafond et a annoncé qu'elle voulait lui apprendre à être un homme. En utilisant ses toiles, elle scella la porte pour éviter toute interruption. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, Centeria fit irruption par la porte, tira Kurusu hors de la toile et sauta par la fenêtre. Alors qu'il galopait dans la rue, Centeria remarqua que les gens les regardaient étrangement. Kurusu essaya de lui dire que leur attention était surtout portée sur ses seins qui bougeaient, mais elle ne lui laissa pas l'occasion de s'expliquer. Elle était occupée à se gronder elle-même pour avoir jugé Rachnéra sur son apparence, tout comme les humains les jugent souvent. Lorsqu'ils se sont finalement arrêtés, il est descendu de son dos, mais le même couple agaçant, qui semblait toujours croiser Kurusu, est arrivé avec un groupe de personnes. Ils ont ri en voyant Centeria et ont commencé à se moquer d'elle, en faisant des commentaires stupides et désobligeants. Kurusu a tenté de la défendre, mais Centeria a insisté pour qu'il ne perde pas son temps avec des idiots sans valeur. Le groupe a alors tourné son attention vers Kurusu, alors Centeria a sorti son épée pour les menacer. Mais l'homme a ri et lui a rappelé que la loi était de son côté. Le moment suivant, certains de ses amis ont attrapé Kurusu et d'autres ont saisi Centeria. Cependant, avant qu'il ne puisse lui faire quoi que ce soit, Rachnéra est intervenu, les attachant lui et ses amis. Bien qu'il soit effrayé, il a essayé de faire bonne figure et a dit qu'il les dénoncerait à la police. Rachnéra s'est approché de lui et l'a défié de tenter sa chance. Mais il a eu si peur qu'il s'est évanoui. Quand Centeria a mentionné qu'il pourrait avoir des ennuis pour avoir blessé Kurusu, Rachnéra a écarté ses préoccupations, disant que c'était bon tant que personne ne le découvrait. Centeria l'a ensuite remercié, mais Rachnéra n'a pas répondu car elle était trop occupée à attacher Kurusu. Le moment suivant, elle a suggéré qu'ils trouvent un motel pour passer la nuit. Mais Centeria, ne faisant pas confiance à la fille araignée pour garder ses mains loin de l'outil de Kurusu, a donné un coup de pied à Rachnéra et a repris Kurusu. Cela fit râler Rachnéra, mais Centeria s'en moquait et dans un moment de colère, elle cria soudain qu'elle détestait Rachnéra. Déjà habituée à avoir des détracteurs, Rachnéra rit simplement et dit qu'elle était contente que Centeria ait enfin exprimé son opinion. Elle admit qu'elle n'aimait pas quand les gens faisaient semblant de s'entendre et dit à Centeria qu'il était normal de ne pas aimer quelqu'un. Centeria fut surprise, et en regardant Rachnéra et Kurusu s'éloigner, elle réalisa que Rachnéra était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Le lendemain, Kurusu attrapa de la fièvre, alors Mia décida qu'elle serait celle qui le soignerait. Cependant, Smith fit irruption par la fenêtre et ordonna aux filles de sortir de la pièce. Elle a expliqué qu'il pourrait avoir contracté un virus et que s'il n'était pas mis en quarantaine, cela pourrait se propager aux filles et potentiellement causer une pandémie. Smith déclara alors qu'elle prendrait la responsabilité de le soigner. Malheureusement, elle se révéla aussi utile qu'un pistolet sans balles, car il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne s'endorme. Voyant cela, Mia insista pour s'occuper elle-même de Kurusu, mais Centeria lui rappela le danger d'infection. D'un autre côté, Maroon pensait que ce serait une occasion parfaite pour atteindre sa fin tragique. Les ignorants, ils décidèrent d'envoyer la seule personne qui ne risquait pas d'être infectée, Sue. Sue frappa à la porte de Kurusu et il l'invita à entrer, pensant à tort qu'elle était Centeria. Quand il a vu Sue, il a été surpris car il ne s'attendait pas à ce que les filles utilisent la capacité de mimétisme de Sue à leur avantage. Elle lui avait appris à s'occuper de lui et non seulement elle imitait leur voix, mais elle reproduisait aussi la manière unique de chaque fille de prendre soin de lui. Ce n'est que lorsque Sue a lu les pensées de Kurusu qu'elle a découvert qu'il était tombé malade parce qu'il était sorti sous la pluie pour la chercher. Alors qu'elle continuait à lire ses pensées, elle réalisa qu'il avait besoin d'eau, alors elle lui en donna. Quand Kurusu reprit ses esprits, il remarqua qu'elle l'allaitait. Surpris, il recula et réalisa qu'il se sentait mieux. Il demanda alors à Sue si c'était elle qui s'était occupée de lui, mais elle resta silencieuse. Alors qu'il la remerciait, les filles firent irruption dans la pièce, demandant s'il allait bien. Kurusu répondit qu'il allait bien grâce à Sue, ce qui les incita à la féliciter.
Puis, à la surprise générale, Sue prit la parole. Elle s'excusa auprès de Kurusu d'être la raison de sa maladie et déclara son amour pour lui. Alors que les autres étaient étonnés par sa capacité à parler, Mia était particulièrement préoccupée par la déclaration d'amour de Sue. Juste à ce moment-là, Smith est entré dans la pièce et a demandé pourquoi tout le monde était là. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre, elle a éternué, incitant tout le monde à garder ses distances. Quelques jours plus tard, Kurusu a rencontré Smith dans un café pour discuter de certains problèmes. Cependant, les deux n'avaient aucune idée que les filles avaient secrètement suivi Kurusu. Alors qu'elle les observait de l'extérieur, Mia se plaignait que Kurusu la trompait, mais Santorea lui dit d'arrêter d'agir comme s'ils étaient vraiment ensemble. De plus, elle a dit qu'il n'avait aucun moyen de savoir pourquoi Smith et Kurusu se rencontraient, car ils ne pouvaient pas entrer dans le café sans attirer l'attention sur eux. Soudain, ils se sont tournés vers Sue et ont eu une idée qui impliquait d'exploiter la pauvre Slime. Ils ont tenté d'utiliser sa capacité pour espionner Smith et Kurusu afin de découvrir s'ils étaient vraiment en rendez-vous. Malheureusement, leur mission ne se passait pas bien et ils faisaient face à de nombreux défis. Mia était la seule à réussir à s'approcher de leur cible, mais elle les a perdus lorsqu'ils sont entrés dans un love motel. Alors qu'elle se faufilait, Rashnora est soudainement apparue et l'a effrayée, la traitant de pathétique pour espionner Kurusu. Ignorant ses paroles, Mia demanda pourquoi Rashnora l'avait suivie. Et Rashnora révéla qu'elle était motivée par les mêmes raisons qui l'avaient poussée à suivre Smith et Kurusu. Rashnora attacha ensuite ses toiles aux fenêtres et les utilisa pour écouter les conversations en dessous. Lorsqu'elle localisa Smith et Kurusu, grâce à leur voix, elle se déplaça pour les interrompre. Mia a essayé de l'arrêter, mais Rashnora était déterminée à les surprendre dans une situation compromettante pour l'utiliser comme moyen de chantage. Alors que Mia tentait de faire descendre Rashnora, la fenêtre s'est soudainement ouverte et elles ont été tirées à l'intérieur. À leur grande surprise, ils se retrouvèrent face à face avec toute l'équipe masculine, y compris Smith et Kurusu. Smith expliqua plus tard que Kurusu avait reçu une lettre de menace et qu'elle avait planifié un faux rendez-vous pour attirer le coupable. Cependant, puisque les filles avaient décidé de s'inviter au rendez-vous, elle a suggéré que Kurusu emmène les filles en rendez-vous à la place pour voir si le coupable ferait un geste. Le premier rendez-vous était avec Mia et Meron. Cependant, Mia a clairement indiqué qu'elle n'aimait pas l'idée que Meron soit là. Meron, quant à elle, a assuré à Mia qu'elle était là uniquement pour jouer les entremetteuses et rien de plus. Kurusu a essayé de les avertir d'agir normalement lorsqu'il a remarqué que Tio, qui était censé être leur garde du corps pour la journée, attirait l'attention à cause de sa taille. Ils se sont dirigés vers l'aquarium où le personnel a traité Meron comme une reine. À l'intérieur, Meron leur a remis un laissez-passer gratuit, puis les a laissés explorer par eux-mêmes. Ils ont visité plusieurs expositions, et lorsqu'ils en ont atteint une en particulier, Mia a fait remarquer deux poissons qui semblaient s'embrasser. Cela a conduit à un moment intense entre elle et Kurusu, et juste au moment où ils allaient s'embrasser, Meron est apparu de manière inattendue, les interrompant pour partager des faits sur les poissons. Les deux se sont immédiatement écartés, et une Mia enragée a tenté d'étrangler Meron. Ensuite, ils sont allés au spectacle de dauphins où ils ont découvert que Meron était l'une des artistes. Juste au moment où Mia disait à Kurusu qu'il ne devrait pas attirer l'attention sur eux, Meron l'a interpellé depuis la scène, la faisant grimacer. Alors qu'il regardait la performance, Kurusu admirait Meron et ne remarqua pas que Mia s'était éloignée par jalousie. En râlant sur Kurusu, elle heurta un homme lézard qui l'invita à traîner avec lui. Tio informa Smith de la situation et l'avertit de garder un œil sur Mia car le coupable pourrait viser les filles en utilisant Kurusu comme excuse. Alors que Mia et le lézardman étaient assis sur un bateau au milieu d'un lac, Mia racontait comment s'était déroulé son rendez-vous avec Kurusu jusqu'à ce qu'elle parte. Le lézardman exprima son mépris, qualifiant Kurusu de crétin inconsidéré pour avoir amené une autre fille. Mia défendit Kurusu, mais le lézard critiqua sa crédulité envers les paroles d'un humain sans valeur. Ce changement soudain d'attitude surprit Mia, mais elle ne le fit pas remarquer. Le lézard insista alors sur le fait que lui et Mia étaient faits l'un pour l'autre, affirmant que si Kurusu était le seul obstacle entre eux, il l'éliminerait. Cela poussa Mia à demander pourquoi il était délirant et possessif. De plus, elle fit remarquer que bien que les hommes lézards soient similaires aux lamy, ils n'étaient pas nécessairement les mêmes. Cependant, l'homme lézard révéla qu'il était un dragon Newt, ce qui fit rappeler à Mia que le coupable avait signé la lettre avec l'initiale D. Dès qu'il a essayé de la toucher, Kurusu a dirigé un pédalo vers eux et a percuté le côté de leur bateau. Après avoir aidé Mia à sortir de l'eau, le furieux dragon Newt a nagé jusqu'à eux et a commencé à leur crier dessus. Fatigué de ses diatribes inutiles, Mia lui lança une canette, le faisant retomber dans l'eau. Kurusu s'approcha et essaya d'aider le triton à enlever ses vêtements mouillés. Cependant, en déboutonnant sa chemise, il fut surpris de découvrir que le triton était en fait une fille. Gênée, elle se couvrit rapidement et admit qu'elle s'était approchée de Mia parce qu'elle voulait devenir son amie.
Mia a alors demandé pourquoi elle avait envoyé la lettre de menace, mais la fille a affirmé qu'elle n'en savait rien et s'est envolée, jurant de se venger. Sentant quelque chose la piquer à l'intérieur de la veste de Kurusu, qui était enroulée autour de son épaule, Mia est devenue curieuse. Kurusu a alors sorti l'objet et lui a demandé de se retourner. Quand elle l'a fait, il a placé un collier autour de son cou, disant qu'il pensait que cela lui irait bien. Ravie, elle l'enlaça dans un câlin écrasant. Pendant ce temps, Smith avait capturé le dragon Newt et découvert qu'elle n'avait pas été celle qui avait envoyé la lettre. Depuis que leur premier plan pour capturer le mystérieux dé avait échoué, Smith a élaboré un nouveau plan. Cette fois, elle a demandé à Kurusu d'organiser un barbecue au milieu d'une forêt avec Papy et Sue. Tout cela parce que Papy avait mentionné qu'elle voulait visiter l'endroit. Par curiosité, Kurusu a demandé à Papy pourquoi elle voulait venir là-bas et la fille écervelée a dit qu'elle ne se souvenait plus pourquoi. Détournant son attention d'elle, Kurusu remarqua que Zimbina, qui était leur garde du corps du jour, se régalait de toute la viande qu'il avait grillée. Kirisu se précipita vers elle, demandant si elle était Luffy déguisée, et alors qu'ils se disputaient à propos de la viande, ils entendirent un bruit fort avant qu'un monstre laid n'apparaisse. Lorsqu'il attaqua, Kirisu attrapa les filles et s'enfuit, mais ne manqua pas de noter que le monstre ressemblait à un arbre muté. En entendant cela, les lumières dans le cerveau de Papy se sont rallumées et elle s'est soudainement souvenue pourquoi elle avait insisté pour venir dans la forêt. L'instant d'après, Kirisu a été attrapé par le monstre, alors il a lâché Sue et lui a demandé d'aller chercher de l'aide. Le monstre a tenté de l'arrêter en lui marchant dessus, mais Sue a sauté de côté à temps et est accidentellement tombée dans un réservoir de déchets toxiques. Puisqu'elle n'était plus perçue comme un problème, le monstre arbre ouvrit sa tête pour révéler qu'il s'agissait d'une hydre. Alors qu'il commençait à étouffer Kirisu, Papy s'adressa à elle, l'appelant Kiai et la supplia de ne pas lui faire de mal. Surpris, Kirisu interrogea Papy sur sa relation avec son agresseur et elle expliqua qu'elle avait planté Kiai dans la forêt après l'avoir trouvé sur le bord de la route. Kirisu a alors demandé pourquoi Kiai était devenue si grande. Et Papy a dit que c'était probablement parce qu'elle avait absorbé une partie des déchets toxiques dans la région après s'être libérée. Papy a essayé de convaincre Kiai de laisser Kirisu partir, mais comme l'hydre était si confuse, elle n'a pas reconnu Papy et l'a frappé. Kirisu a averti Papy d'être prudente, mais elle a dit que Kiai était en colère parce qu'elle l'avait oublié, donc elle devait arranger les choses. Sue a essayé de l'approcher à nouveau, mais Kiai l'a frappé, l'envoyant voler à travers la forêt. Heureusement, elle atterrit sur Sue, qui s'était transformée en une imitation de Godzilla, et après s'être assurée que Papy allait bien, elle s'approcha de Kiai et reprit Kirisu. Elle dit alors à Kirisu que retirer les déchets toxiques de Kiai était le seul moyen de la calmer, lui faisant réaliser que les déchets toxiques ne l'avaient pas seulement fait grandir, mais l'avaient aussi rendue intelligente. Alors que Sue et Kiai se battaient, Papy et Kirisu s'accrochaient pour sauver leur vie, jusqu'à ce que Papy soit projeté et atterrisse sur les formes moelleuses de Kiai. Alors qu'elle était assise là, elle décida que la seule façon d'extraire les toxines de Kiai était de sucer ses formes. Quand Kiai l'a retiré, elle a supplié Kirisu de prendre le relais et de sauver Kiai, ce qu'il a fait. Peu après, Smith est arrivé et après que Kirisu lui ait dit que les déchets toxiques avaient fait perdre le contrôle à Kiai, il l'a supplié de ne pas la punir pour cela. Smith a dit qu'elle ne le ferait pas et l'a informé que Kiai n'avait pas envoyé la lettre parce qu'elle ne savait pas écrire. Elle a ensuite promis de nettoyer les déchets et a demandé à Kiai si elle voulait rester dans la forêt, ce à quoi elle a répondu oui. Quelques jours plus tard, Kirisu a emmené Santoria à un rendez-vous, mais pour une raison quelconque, elle était habillée en armure complète, ce qui a attiré une attention inutile sur eux. Cependant, elle s'en fichait. Minako, qui était le garde du corps principal pour la journée, a appelé Santoria et lui a conseillé de se débarrasser de l'armure, mais la centaure a refusé de l'écouter. Juste à ce moment-là, une jeune fille s'est approchée de Minako et lui a demandé ce qu'elle faisait. Minako a essayé de couvrir son œil, mais la fille l'a remarqué et s'est enfuie, traumatisée. Minako s'est sentie troublée par la rencontre, mais la petite fille s'est cachée derrière une porte et a ri, disant qu'elle ne voulait pas que Minako interfère avec ses plans pour Santoria. Pendant ce temps, Kirisu et Santoria faisaient un pique-nique. Alors que Kirisu prenait une bouchée des sandwichs qu'elle avait préparés, Santoria demanda s'il les aimait. Kirisu répondit oui, même si son expression suggérait le contraire. À ce moment-là, Rachnara, qui avait volé un des sandwichs, dit à Kirisu d'arrêter de mentir et d'admettre que les sandwichs de Santoria avaient le goût de sueur. Déçue par cette critique, Santoria s'excusa et s'éloigna. Lorsqu'elle s'arrêta près d'un arbre, Lilith vola jusqu'à son visage et l'hypnotisa. Quand Kirisu la trouva dans son état hypnotisé, elle tenta de le maîtriser. Malgré ses efforts pour l'arrêter, son corps le trahit, entraînant un saignement de nez sévère. Lilith observait depuis derrière des buissons, étonnée que son hypnose ait si bien fonctionné. Soudain, elle entendit un bruit et en se retournant, elle se retrouva face à face avec un sanglier que Pumba aurait souhaité être.
Effrayée, elle s'enfuit en criant avec le sanglier à ses trousses. Ce tumulte a également aidé Santoria à retrouver ses esprits. Kirisu remarqua la situation de Lilith et lança sa veste au visage du cochon, le faisant s'écraser contre un arbre. Pensant qu'il était inconscient, il tourna le dos, mais le sanglier se releva rapidement et tenta de l'attaquer. Heureusement, Santoria a réussi à l'assommer avec une bûche. Kirisu la félicita pour son courage, mais Santoria pensait qu'elle ne faisait que lui causer des ennuis et insistait sur le fait qu'elle n'était pas digne de rester à ses côtés. Au lieu de lui répondre, Kirisu monta sur son dos, affirmant qu'il s'était foulé la cheville. Santoria fit remarquer qu'elle n'était utile que comme un cheval ordinaire. Cependant, Kirisu l'a serrée dans ses bras et l'a assuré que, quelle que soit son utilité perçue, elle ne pourrait jamais être aussi inutile que Yamcha. Pendant ce temps, Rachnara avait attaché Lilith et avait décidé de prendre tout son temps pour la torturer. Le plan pour attirer le mystérieux dé continuait et cette fois, Kirisu devait sortir avec les filles de l'escouade Man. Le premier rendez-vous était avec Yo et Kirisu a failli s'effondrer d'épuisement après avoir été traîné d'un endroit à l'autre. Elle l'a emmené dans un magasin de vêtements et lui a demandé son avis sur la robe. Yo était plus grande que lui, donc quand il s'est retourné, il s'est retrouvé face à face avec sa poitrine presque exposée et son cerveau a cessé de fonctionner. Yo s'est précipitée vers la cabine d'essayage après s'être offensée de la réaction de Kirisu, mais lorsqu'elle a commencé à avoir du mal à enlever la jupe, qui s'était coincée à ses hanches, elle a dû l'appeler à l'aide. En tirant sur la jupe, il a accidentellement baissé sa culotte, exposant ses fesses. Mortifié, Kirisu s'est excusé abondamment et s'est assis dehors. Yo continuait de pleurer, se lamentant qu'elle aimait la jupe mais ne pouvait pas la trouver à sa taille. Kirisu proposa d'ajuster la jupe pour qu'elle lui aille et elle sortit de la cabine d'essayage, l'embrassant en signe de gratitude. Cependant, elle réalisa rapidement qu'elle était seulement en sous-vêtements et se retira précipitamment dans la cabine. Juste à ce moment-là, Zambina appela pour demander s'ils avaient vu quelqu'un de suspect et Kirisu répondit que non. Zambina a ensuite ri, disant qu'avec la présence intimidante de Yo, il était peu probable que quelqu'un les approche. Zambina a pris en charge le rendez-vous et les deux sont allés regarder son film de zombies. Quelle ironie. En marchant, Zambina a remarqué que sa main était tombée, effrayant les gens autour d'eux. Alors ils ont trouvé un café et Kirisu l'a aidé à la recoudre. Elle a demandé pourquoi il n'était pas dégoûté et il a dit qu'il n'y avait rien de mal chez elle. Zambina en rit, mais décida de le taquiner et laissa tomber un de ses supports. Kirisu le ramassa, mais quand il réalisa ce que c'était, il faillit mourir de choc. Zambina ne put pas se retenir et éclata de rire avant de lui demander de l'aider à le recoudre. Pendant qu'il le faisait, il demanda bêtement si elle avait mal et Zambina lui rappela qu'elle était un zombie. Juste à ce moment-là, Kirisu remarqua du sang par terre et demanda à Zambina si elle saignait. Zambina a dit qu'elle allait bien et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'il avait eu un saignement de nez à cause de toute l'excitation. Plus tard, Minako a pris les devants lors du rendez-vous, mais a choisi de marcher derrière Kirisu au lieu de à côté de lui. Kirisu s'est retournée et lui a rappelé qu'ils étaient en rendez-vous, donc elle n'avait pas besoin de garder ses distances. Elle s'est ensuite lentement dirigée vers lui, mais a maladroitement heurté chaque objet sur son chemin. Lorsqu'elle l'a finalement rejoint, elle a demandé s'il pouvait aller quelque part en privé. Cela a fait penser à Kirisu qu'elle voulait mieux le connaître, mais elle a expliqué qu'elle se sentait mal à l'aise dans les endroits bondés. Alors qu'ils étaient assis sur un banc, Minako s'est demandé si Kirisu faisait seulement semblant d'être gentil. Elle a donc décidé de le tester pour voir si ses yeux révéleraient ses véritables pensées. Elle attira son attention et lui demanda de la regarder, ce qu'il fit. Cependant, elle ne vit aucun signe de haine ou de peur dans son regard et se sentit bientôt submergée par le contact visuel prolongé. Quand Kirisu lui demanda si elle allait bien, elle lui dit de ne pas la regarder, le laissant perplexe face à son comportement changeant. C'est alors qu'elle remarqua une silhouette encapuchonnée les observant et confronta la personne, mais celle-ci s'enfuit. Zambina est sortie des buissons, arme à feu en main, et a tiré sur la silhouette, mais elle a esquivé les balles. En dernier recours, Tio a soulevé un distributeur automatique et l'a lancé, bloquant le chemin de la silhouette, ce qui a permis à Minako de tirer une fléchette tranquillisante sur elle. Cependant, lorsqu'ils ont retiré la capuche, ils ont découvert que c'était Dopal. Ce soir-là, alors que l'équipe rentrait chez elle, Dopal a révélé que la menace avait été fabriquée par elle et Smith pour forcer Kirisu à se mettre en couple avec l'une des filles. Elle a demandé à ses amies si elles avaient apprécié passer du temps avec Kirisu et elles ont toutes partagé leurs expériences positives, le louant. Zambina se demandait pourquoi une deuxième lettre serait différente de la première, mais Dopal affirma qu'elle n'en avait envoyé qu'une seule. Pendant ce temps, Kirisu rencontra une personne étrange sur le chemin du retour. À son arrivée, les filles lui demandèrent s'il avait attrapé le coupable, mais à la place, il désigna une personne sans tête se tenant à côté de lui. Les filles crièrent et Mia essaya de tirer Kirisu en sécurité, mais finit par tomber avec le corps sans tête. Quand elle a levé les yeux, elle a vu l'espace vide où la tête aurait dû être et a crié avant de s'évanouir. Dans le salon, les filles ont demandé à Kirisu l'identité de la personne sans tête
Il a donc expliqué comment il l'avait trouvée dans la rue et l'avait ramenée chez lui parce qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Lorsqu'il a annoncé qu'il allait chercher sa tête, Rajneera a suggéré d'attendre jusqu'au matin, vu l'heure tardive, mais il était déterminé à la trouver immédiatement. Suite à sa déclaration, les filles, sauf Rajneera, ont proposé de l'accompagner dans sa recherche. Alors qu'ils cherchèrent des indices dans la zone, ils ont soudainement entendu le cri perçant de Mia. Immédiatement, Kurisu et Centuria se précipitèrent à ses côtés et elle pointa frénétiquement une tête. Kurisu la rassura en disant que c'était juste une tête de mannequin. Cependant, la tentative de Centuria de réconforter Mia ne fit qu'empirer les choses, car elle mentionna de manière inquiétante qu'elle cherchait une tête coupée. Kurisu lui lança un regard désapprobateur, l'avertissant que de tels commentaires pouvaient lui causer des problèmes. Avant qu'elle ne puisse pousser un soupir de soulagement, Mia cria de nouveau. Cette fois, ils l'ont trouvée inconsciente sur le sol, allongée à côté de la véritable tête qu'ils cherchaient. Centuria a rapidement emmené Mia en demandant à Kurisu de récupérer la tête. Kurisu hésitait à toucher la tête coupée, alors il a essayé de lui parler d'abord. La tête resta silencieuse jusqu'à ce qu'il la ramasse, puis elle parla soudainement, prétendant être un Dullahan. La tête continua de parler, mais Kurisu n'était pas intéressée par les détails. Lorsqu'elle eut fini de parler, Kurisu demanda ce qu'elle voulait et elle le supplia de la réunir avec son corps. Alors que Kurisu quittait le parc avec la tête, il aperçut un agent de sécurité s'approcher et se cacha rapidement derrière un arbre. La tête se mit soudainement à émettre des bruits étranges, alors il demanda ce qui n'allait pas et elle dit que quelqu'un s'amusait avec son corps. Kurisu l'avertit de baisser la voix, mais au lieu de cela, elle commença à faire des bruits forts et joyeux. Kurisu dut lui couvrir la bouche avec sa main pour la faire taire. Et juste au moment où elle semblait sur le point d'atteindre une note aiguë, elle s'est soudainement tue. Quand ils sont rentrés à la maison, il a rattaché sa tête à son corps et les filles lui ont offert une tasse de thé et quelques collations. En la regardant, Centuria a expliqué à Mia que les Dullahan sont des chevaliers sans tête qui apparaissent quand quelqu'un est proche de la mort. Quand Kurisu entendit cela, il demanda si Dullahan était dans leur maison parce que quelqu'un allait bientôt mourir. Dullahan répondit oui, puis pointa Kurisu en disant que c'était lui qui allait bientôt mourir. La pièce tomba dans le silence après la déclaration de Dullahan. Elle expliqua que la vie de Kurisu avait été en danger de nombreuses fois et en tant que chasseur de la mort, elle était venue pour recueillir son âme. Cependant, Rajneera l'interrompit, l'attachant et ordonnant à Papy d'emmener Kurisu en sécurité. Alors que Papy s'envolait avec Kurisu, il avait du mal à respirer avec son postérieur dans son visage. Il essaya de retirer son visage en attrapant sa hanche, mais sa distraction fit que Papy traversa un panneau publicitaire et Kurisu tomba. Heureusement, Su l'a attrapé juste à temps. Les autres filles sont arrivées peu après, et voyant Kurisu toujours en danger, Centuria a promis de le protéger. Elle a révélé une selle attachée à son dos, conçue pour les voyages longue distance. Avant que Kurisu ne monte, Centuria a prononcé un long discours sur l'honneur et le déshonneur. Et quand elle eut fini, Kurisu monta sur son dos et ils galopèrent vers la sécurité. Alors qu'ils avançaient, Centuria tourna un coin et faillit entrer en collision frontale avec le couple agaçant d'avant. Cependant, elle réussit à sauter par-dessus le camion, le laissant s'écraser et brûler derrière eux. Elle maintint son allure et commença bientôt à imaginer une vie en fuite avec Kurisu. Cependant, elle ne réalisa pas que Kurisu se battait pour sa vie. Il avait glissé de la selle et était traîné par le pied derrière elle. Quand elle s'en est finalement rendue compte, elle a cessé de courir et s'est excusée. À ce moment-là, Dullahan apparut derrière elle et l'incita à abandonner. Soudain, Maroon émergea de la rivière et emmena Kurisu avec elle. Maroon plongea sous l'eau et Kurisu essaya désespérément de lui dire qu'il ne pouvait pas respirer. Il réussit à nager jusqu'au bord pour reprendre son souffle et Maroon s'approcha de lui en disant que puisqu'il était destiné à mourir, elle voulait quelque chose pour se souvenir de lui. Le visage de Kurisu devint rouge alors qu'il demandait si elle faisait référence à un objet, et Maroon confirma ses craintes, affirmant qu'il n'y avait pas de plus grande tragédie que d'avoir son enfant après sa mort. Kurisu la réprimanda, mais la fille poisson était déterminée à devenir la mère de son enfant, alors elle l'entraîna à nouveau dans l'eau. Elle ne se souciait même pas qu'il se noyait. Mais avant qu'il ne perde connaissance, la queue de Mia s'enroula soudainement autour des branchies de Maroon, l'étouffant. Elle sortit ensuite Kurisu de l'eau et serra son corps pour lui faire cracher l'eau. Lorsqu'il reprit conscience, Rajneera utilisa sa toile pour immobiliser Mia, et quand Mia remarqua Dullahan à côté d'elle, elle l'accusa d'être une traîtresse. Rajneera dit qu'il ne servait à rien d'essayer de sauver Kurisu, car il était de toute façon voué à mourir. Mia a dit que s'ils allaient isekai Kurisu, ils devaient le faire à elle d'abord. Fatigué de les regarder, Kurisu a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'ils étaient tombés dans les mensonges d'une personne folle qu'il venait de rencontrer. Il s'est levé et est allé dans la rue pour se tenir devant Truck-kun.
Heureusement, c'était une version jouée de lui, et cela prouvait que Dullahan était un Cap-Lord et rien de plus. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Smith a expliqué que Dullahan, dont le vrai nom était Lala, avait tendance à être trop dramatique. Elle a ensuite demandé pourquoi Lala s'était enfuie. En réponse, Lala a expliqué qu'elle était curieuse à propos de Kurusu. Elle l'avait vu au bord de la mort tant de fois qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait survécu à chaque fois. Par conséquent, elle a décidé de prendre sur elle de l'aider à passer de l'autre côté. Smith avait l'air sur le point de bannir Lala dans l'au-delà après avoir entendu cela. Cependant, elle lui rappela seulement les conséquences de faire du mal à un humain. Effrayée, Lala se cacha derrière Kurusu et supplia de vivre avec eux au lieu de retourner avec Smith. Smith, adoptant immédiatement son sourire charmant, accepta cette demande. Kurusu protesta, mais les filles semblaient en soutenir l'idée. Quelques jours plus tard, Kurusu a examiné leurs finances et a été choqué de découvrir qu'ils étaient presque à sec. Pour aggraver les choses, Mia avait vidé le frigo en essayant de cuisiner ses plats immangeables. Kurusu a ensuite emmené les filles, à l'exception de Mia, Rachnera et Lala, faire des courses. Mais le magasin était fermé, alors Santorea a suggéré d'essayer le marché alimentaire à la place. Au marché, les vendeurs ont commencé à ranger, supposant que leurs produits offenseraient les demi-humains. Kurusu les a rassurés en disant qu'ils mangeaient de la viande et des légumes comme tout le monde, malgré leur nature partiellement animale. Marron s'est aventuré dans un étal de poissons, admirant la sélection et complimentant le vendeur sur son goût. Le propriétaire se sentait comme en présence de la royauté en l'écoutant, alors il lui a rapidement offert sa meilleure prise de poisson. Kurusu a refusé, expliquant qu'il n'avait pas d'argent, mais l'homme a insisté et leur a donné quelques petits poissons à la place. Alors qu'il traversait le marché, Santorea s'approcha d'un étal de légumes et le propriétaire lui offrit des carottes. Après les avoir goûtées, elle eut l'impression d'être entrée au paradis et loua la femme pour la qualité de ses produits. Le propriétaire lui proposa alors une boîte de légumes, mais Kurusu refusa en son nom. Cependant, la femme insista et ils finirent par l'accepter. Peu après, d'autres vendeurs sont venus leur offrir de la nourriture gratuite. Kurusu se demanda comment ils allaient transporter tous les articles, alors Marron suggéra que Santorea les porte. Santorea hésita d'abord, disant qu'elle ne voulait pas être traitée comme un cheval de bas, mais elle accepta finalement lorsque Kurusu lui demanda de l'aider. Quand il ne resta que lui et Sue, il mentionna qu'il avait besoin de plus de nourriture car il n'était pas sûr que ce qu'ils avaient suffirait. Sue le rassura, disant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de la nourrir puisque la nourriture n'était pas très importante pour elle. Cependant, il exprima son désir que tout le monde mange ensemble en famille. Sue l'emmena alors dans la forêt et demanda à Kiai s'il pouvait récolter quelques plantes. Au début, Kiai semblait hésitante à les laisser faire. Dans une tentative ludique de la persuader, Sue attrapa Kiai et commença à sucer ses oranges. Kurusu a réussi à éloigner Sue et à interroger ses actions. Sue a expliqué qu'elle pensait que Kiai voulait une faveur en échange de les laisser prendre les plantes. Kiai les a ensuite emmenés dans une zone où certaines plantes poussaient. Cependant, Kurusu a souligné que certaines des plantes étaient toxiques et qu'il serait difficile d'identifier lesquelles étaient comestibles. Juste au moment où il décidait de revenir, il remarqua Sue en train de goûter les plantes. Elle l'informa avec assurance lesquelles étaient toxiques et lesquelles étaient sûres. Après avoir rassemblé suffisamment de plantes, ils dirent au revoir à Kiai et rentrèrent chez eux. En rentrant, ils rencontrèrent le Triton Dragon et elle essaya d'attaquer Kurusu. Mais Sue la pulvérisa avec le poison qu'elle avait absorbé en mangeant toutes ces plantes toxiques. Plus tard dans la nuit, après que Kurusu ait servi le dîner, Smith et l'escouade monde sont arrivés, exigeant qu'ils les nourrissent aussi. Kurusu n'avait pas d'autre choix que de préparer plus de nourriture pour eux, ce qui a laissé le frigo vide une fois de plus. Remarquant l'expression misérable de Kurusu, Smith a demandé ce qui n'allait pas. Sue a expliqué que Kurusu était trop pauvre pour se permettre de la nourriture. Smith a alors informé Kurusu que le gouvernement le rembourserait pour tout l'argent dépensé à nourrir les filles, à condition qu'il garde les reçus. Cela a choqué Kurusu car il ne pouvait pas croire qu'elle avait oublié de mentionner un détail aussi important. Quelle fille monstre aimeriez-vous mieux connaître ? Si vous avez regardé jusqu'à ce point et aimé la vidéo, commentez Mia-chan. Aussi, regardez la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.